Mesdames et messieurs, bonjour, partout où vous me trouvez et vous me suivez. Vous suivez la Diar TV, vous avez choisi suivre cette chaîne de prédilection, vous avez bien fait. En tout cas, c'est Mag Bazar nulle part ailleurs. Les 100 jours du gouvernement, voilà une nouvelle préoccupation, en tout cas, qui rime avec l'actualité nationale, bien sûr, qui attire tous les Congolais, qui les préoccupe d'ailleurs. Sur ce plateau, une fois, j'avais eu l'occasion de recevoir un intellectuel congolais, en tout cas, de la diaspora, qui venait du Canada, avec lequel nous avons eu à mener une grande réflexion sur la vie nationale, pourquoi pas la vie politique nationale, ceci avant la présidentielle. Aujourd'hui, promesse faite et promesse réalisée, il est sur mon plateau, c'est M. Anissé Poitier Amar, il est intellectuel congolais, il a étudié dans 4 grandes écoles du monde, plus précisément au Sciences Po en France, à l'École nationale de l'administration publique au Canada, à HEC, permettez-moi, à Montréal, puis à l'École du barreau du Québec. Présentement, il est avocat et arbitre médiateur au Canada, vous vous en souvenez. En tout cas, il sera question entre nous deux de repartir ou de faire un flashback sur ce qui a été dit. Question de faire une analyse sur la gestion aujourd'hui de notre pays. On rappelle, il faut dire d'abord bonjour maître. Oui, bonjour Monsieur Okilas. C'est un plaisir de vous retrouver. En tout cas, tous les plaisirs est à moi, je suis déjà surchauffé. Je sais qu'avec vous, nous allons dire des grandes choses. J'espère. Alors, votre séjour, votre retour? Tout se passe bien, merci. Merci bien. On rappelle, maître, vous avez eu effectué 2 passages sur ce plateau Mag le Bazar. Ceci avant la tenue de la présidentielle. Oui. Nous étions dans la campagne. Question était pour l'opinion congolaise d'apporter les idées, politiques comme intellectuelles, d'apporter leurs idées sur la tenue de la présidentielle ou sur la présidentielle au Congo. Je me souviens, vous faites partie, ou vous êtes encore cet intellectuel qui avait fait appel à la non-tenue de la présidentielle, oui, pour ne pas vous paraphraser, pour bien nombre de raisons, oui, parmi lesquelles le pays traversait une crise financière sévère et qu'il y avait tant de problèmes autour desquels le Congo devait normalement s'asseoir, se concentrer pour trouver les solutions plutôt que d'aller à la présidentielle. Et vous pensez qu'il fallait maintenir le chef de l'État aux affaires, c'est-à-dire au pouvoir, oui, pour aider le pays avec d'autres forces, bien sûr, de trouver ou de tenter de trouver des solutions à tous ces problèmes d'ordre, je pense, si je ne me trompe pas, socio-économiques. Oui. C'était des idées. Vous les avez proposées, les gens vous ont suivi. J'ai eu des retours. Dans d'autres officines politiques, ça fait objet de beaucoup d'analyses. Il y a eu des réactions, en bien ou en mal, comme vous le savez. Mais le débat était intellectuel, je me souviens. Mais si vous me permettez d'intervenir à ce niveau, oui, vous m'aviez posé la question à cette occasion-là de la constitutionnalité, voilà, de la solution que je proposais, et je vous parlais des circonstances exceptionnelles, voilà, qui justifiaient que l'on agisse de façon exceptionnelle. Donc le, voilà, droit constitutionnel, il s'applique dans des circonstances ordinaires, mais aussi extraordinaires, et à ce niveau, il y a eu une variation. Voilà. Et la proposition que je faisais de ne pas tenir les élections, la semaine passée, en Malaisie, c'est ce qui a été retenu. Voilà. D'ordinaire, le Premier ministre est nommé après des élections lorsque le parti a remporté une majorité. Le roi malais a pensé qu'en raison des circonstances de la Covid et de ses conséquences sur l'économie, il ne fallait pas aller aux élections parce qu'on aurait divisé la nation. Donc il a imposé l'unité politique de la nation. Et ici, vous vous souviendrez aussi de la notion de chef d'État, la distinction que je faisais entre le président de la République et le chef de l'État. Là, le roi, qui est le chef d'État, qui d'ordinaire règne mais ne gouverne pas, cette fois, il transcende la règle constitutionnelle.
Et donc, il impose un Premier ministre sans aller aux élections et il impose à la nation d'être unie. Et là, il opère en tant que chef d'État. Et chef, quand vous regardez dans le dictionnaire, c'est celui qui commande. Et les constitutions aménagent cette fonction pour que dans des circonstances exceptionnelles, le chef de l'État commande à la nation. Et un deuxième exemple aussi dans la foulée, en Tunisie, le président de la République a estimé que la situation du pays justifie qu'il gouverne au niveau du chef de l'État. Oui. Et donc, il a fait taire nombre d'institutions, il a rapatrié sur lui les pouvoirs essentiels de l'État et il est en train de remettre de l'ordre. Donc, c'était des solutions qui pouvaient paraître nouvelles au moment où elles étaient formulées, mais il y a eu des précédents dans l'histoire et après l'émission, il y a 2 chefs d'État qui viennent de le faire. 2 pays qui ont suivi en tout cas. En tout cas, je comprends que vous suivez l'actualité politique internationale. Alors, mettre une question, franchement, après votre départ, beaucoup de Congolais ont souhaité vous avoir en face. Malheureusement, nombreux n'avaient jamais assisté à votre conférence débat, je me souviens. Mais je garde la question et je vous la relance. En tout cas, c'est l'opinion congolaise, certaines opinions congolaises. Pourquoi vous vous intéressez tant à ces questions qui portent sur la gestion du pays? Mais vous avez mentionné mon parcours intellectuel. C'est pas possible d'être médecin et de ne pas se préoccuper des questions de santé publique, par exemple, quand vous avez une épidémie. Et donc, si vous vous êtes préparé à comprendre les problèmes économiques, les problèmes politiques, les questions de cette nature, et vous appartenez à une communauté nationale, c'est logique de participer au débat public, de formuler ses propositions, en tout cas de participer aux échanges qui ont lieu entre les membres de la communauté. Et je fais ce que n'importe qui ferait dans les circonstances. Est-ce qu'on pourrait parler du patriotisme? Why not? C'est le cœur des choses. On revient chez soi. Toujours. Alors, vous êtes un peu, vraiment très loin du Congo-Brazzaville, bien que c'est votre pays, mais vous avez choisi une deuxième patrie. Alors, après vous, beaucoup de choses sont passées. Est-ce que vous suivez de près l'évolution des choses de la présidentielle jusqu'à aujourd'hui? Oui, je suis et je trouve très intéressant d'observer le jeu institutionnel qui se passe dans notre pays. Vous savez, le général de Gaulle disait une constitution, c'est un esprit, une pratique et des institutions. Et donc, dans ce qui se passe au Congo, à la suite de la présidentielle, on observe la pratique du pouvoir, la pratique des institutions et de la Constitution. Parce que le président a nommé un Premier ministre, il a nommé un gouvernement, il leur a signé des missions. Et donc ces choses, d'un point de vue des techniques et des sciences que vous évoquiez tout à l'heure, sont des matériaux qui permettent de produire des analyses pour lire les trajectoires, parce qu'aujourd'hui, avec les outils d'analyse, on peut lire les trajectoires des États dans leur stratégie de développement ou de croissance. Oui. On peut lire la trajectoire globale, par exemple, en matière de protection de l'environnement, voilà. Avec le GIEC. On suit presque à la minute près la façon dont l'environnement est en train de se dégrader et le réchauffement climatique. Et donc, on a des outils d'analyse qui nous permettent de faire des projections ou de comprendre. Alors, ceci dit, vous êtes certainement au parfum de notre nouveau gouvernement. Hier, oui. C'était le gouvernement Mwamba. Et comme vous l'avez dit, après la victoire du chef de l'État, et il avait intérêt à mettre en place un gouvernement suite je peux dire, à l'accord signé avec le souverain primaire. Il y a un contrat signé. Donc, pour répondre à tous ces besoins, un gouvernement a été mis en place. Première question, maître, que dites-vous ou quelle lecture faites-vous de la composition du gouvernement Colline Makusu? Avant le gouvernement, il y a le Premier ministre lui-même. Absolument. Et je pense qu'à ce niveau, il y a des éléments d'intérêt à observer, puisque je parlais de la pratique des institutions. Il y a des éléments d'intérêt à observer. Autant je vous faisais
dans une émission précédente la dichotomie, ou si vous voulez l'écart qui existe entre la fonction de président de la République et celle du chef de l'État. Voilà. De la même façon, je vous parlerai ici de la différence qui existe entre la fonction de Premier ministre et celle de chef du gouvernement. Allons-y, c'est très intéressant. Voilà, et à ce niveau, ce que vous observerez, parce que concernant la fonction de chef du gouvernement, dans cette nomination, c'est le vrai enjeu. Le vrai enjeu dans le sens que, ou dans le sens de se poser la question de savoir, en raison de l'histoire récente, est-ce que le Premier ministre Colline Makosso va être chef du gouvernement? Parce que la lettre de la Constitution le dit, mais après je parle encore de la pratique, donc la réalité du régime politique. Est-ce qu'il va être le chef du gouvernement? C'est une bonne question et je vous explique pourquoi je me pose la question. Voilà. Parce que vous observez le président Sassou Nguesso. Ici, vous ne pouvez pas tirer des conclusions si vous n'observez pas l'autorité de nomination qu'est le président de la République et l'autorité récipiendaire de la fonction qui est le Premier ministre. En suivant le président Sassou, on observera que la fonction de chef du gouvernement est une fonction à laquelle il est attaché et il ne la cède jamais facilement. Je vous explique pourquoi. J'insiste encore sur la nuance entre la lettre de la Constitution et la pratique des institutions, donc la réalité politique. En 1979, pour ne partir que de là, le président Sassou Nguesso est formellement président de la République. Absolument. À ce moment, il est président de la République et chef de l'État, il n'est pas chef du gouvernement. En 1984, il fait modifier la Constitution de 1979 et transfère la fonction de chef du gouvernement au président de la République. Et là, le Premier ministre est Premier ministre, mais n'est plus chef du gouvernement. Il a donc au moins les prérogatives qui vont avec la fonction de chef du gouvernement. Celle du Premier ministre étant, on va dire, relativement protocolaire. En 1991, la conférence nationale retire au président Sassou Nguesso la fonction de chef du gouvernement. En 1997, le président Sassou Nguesso, après la guerre, octroie une charte à la nation. Donc ce n'est pas une constitution comme on le ferait selon les procédés ordinaires. C'est une charte octroyée, un acte de souveraineté. Celui qui se veut chef de l'État pose l'acte de souveraineté. Il dit désormais la nation fonctionnera selon cet ordre. Donc c'est lui qui institue et constitue l'ordre en question. Là, un élément intéressant, le président Sassou Nguesso redevient président de la République, chef du gouvernement et chef de l'État. Et cette situation est reconduite en 2002. En 2015, il lâche de nouveau la fonction de chef du gouvernement. Alors, à ce moment, on se pose la question de savoir, lorsqu'il la libère dans la Constitution, est-ce que dans les faits, il libère la fonction de chef du gouvernement? Et vous pouvez regarder dans le passé, vous verrez que le Premier ministre Clément Mwamba, par exemple, a été Premier ministre, mais est-ce qu'il a été le chef du gouvernement? On va aller dans le détail pour répondre à la question. Mais effectivement, vous continuez, effectivement, pour... je sais que vous êtes là dans votre domaine. Hein? Dans votre domaine, vous avez les outils pour le dire. Mais pour l'opinion, c'est choquant quand même. Hein? Personnellement, je le dis parce que je sais que les Congolais me suivent. Mais on fait école. Alors, mais nous savons tous que aujourd'hui, Colline Makosso Mwamba, c'est lui qui tenait les réunions ministérielles. C'est lui qui convoquait les conseils des ministres. Et donc, il avait... Du coup, il faut dire qu'il a même l'actuel, à ce pouvoir-là, de chef du gouvernement. Et donc, il ne pouvait pas convoquer le Conseil parce que le Conseil est présidé par le président de la République. C'est l'autorité. Donc, c'est une interrogation que je vous lance pour essayer d'avoir une lumière par rapport à ce que vous venez de dire. Vous pouvez continuer. Donc. Oui, à ce niveau, ce que je voudrais vous expliquer avec la fonction de chef du gouvernement, c'est qu'il faudrait comprendre
le jeu institutionnel. Donc, comprendre l'autorité de nomination, comme je vous disais tout à l'heure, et je viens de vous expliquer le rapport du président Sassou avec la fonction de chef du gouvernement. En 2015, quand il libère cette fonction, il ne la libère pas entièrement. Souvenez-vous, la Constitution dit que le Premier ministre élabore et conduit la politique de la nation. Ici, en matière de défense et des affaires étrangères, la lettre de la Constitution varie et organise un domaine de compétences partagées entre le président de la République et le Premier ministre. Donc ici, il lâche les compétences du gouvernement, mais il y a une petite retenue. Mais ça, pour le comprendre, il faudrait faire l'analyse de personnalité politique du président de la République. J'insiste sur la personnalité politique, pas sur la personnalité, je ne suis pas psychologue. Donc j'observe des éléments de politique. Sur la personnalité, on comprendrait que le président Sassou Nguesso appartient à une école de pensée et de pratique politique qui le désigne comme un sécuritaire. C'est un homme de sécurité. Il a une expertise réelle en la matière et ça a ses revers, je vais y revenir. Pourquoi je vous parle de la sécurité? Le président Sassou entre formellement en politique dans les années 60, à la fin des années 60. Il devient le chef de la sécurité du parti. On est à l'époque du parti État. Si on garantit la sécurité du parti, c'est qu'on est responsable de la sécurité d'État. Et donc, dans un contexte de bipolarité, lorsque vous aviez un allié quelque part dans le monde, il fallait sécuriser son régime. Et donc, les gens qui tenaient les régimes étaient formés pour protéger ces blocs. Et le Congo s'était engagé derrière l'Union soviétique à l'époque. Nous étions un pays socialiste. Et donc, les responsables soviétiques, le KGB et tout ce que vous voulez, vont organiser la sécurité dans ces territoires. Absolument. Et le président Sassou Nguesso va être le relais de ce travail d'organisation de la collecte de l'information, du renseignement et puis de sécuriser le régime. Et il deviendra ensuite ministre de la Défense, fonction qu'il gardera plusieurs fois. Et vous comprendrez donc à partir de ce moment qu'il a une compétence, mais aussi une obsession sécuritaire. Absolument. De tous nos chefs d'État, la moyenne d'exercice du pouvoir n'a jamais dépassé 5 ans. Dans le cas du président Sassou, il est celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir, autant sous Sassou I que sous Sassou II. Qu'est-ce que ça nous montre? Que les autres n'étaient pas dans des conditions, parce que tous nos présidents ont été renversés, il faut s'en souvenir, tous sans exception. Donc, les autres n'avaient pas la capacité de maîtrise du territoire. Le président Sassou a la capacité de maîtrise du territoire. Par l'expérience. Voilà, il arrive à maîtriser l'ordre intérieur. Donc, sous Sassou I, on l'a vu. Sous Sassou II, on l'a vu. Et ça, c'est parce que c'est un professionnel de la question. Il a eu une expertise. Or, l'appartenance à ce type d'école a des revers. Le revers ici, c'est quoi? C'est que le président Sassou Nguesso est un homme qui n'aime pas prendre des risques. Donc, il sera toujours dans une zone de confort. Vous observez la nomination des premiers ministres. Vous remarquerez que tous ces premiers ministres sont des agents publics. Or, les agents publics sont tenus au devoir d'obéissance. Tous ces premiers ministres, donc le premier ministre Mvouba était agent public, le premier ministre Mwamba l'était, l'actuel premier ministre l'est. Tous ces premiers ministres sont des militants. Là aussi, on a un devoir d'obéissance. Et par la suite de ça, c'est ce que certainement le Premier ministre Koliné Makosso va connaître, c'est l'isolement du Premier ministre, la solitude du pouvoir. C'est-à-dire, le Premier ministre, tous les premiers ministres nommés, je prends les 3 derniers, se retrouvent dans un contexte politique où il y a un chef d'État d'une certaine vision politique, d'une école, comme je disais, qui est insécuritaire et donc se méfie
de tout ce qui peut déranger l'ordre. Ce qui fait qu'il aura le contrôle du Parlement à travers sa famille politique où il a la majorité. Il a le contrôle d'une certaine façon du judiciaire parce que c'est lui l'autorité de nomination. Il garde le contrôle du gouvernement parce qu'il reconduit systématiquement plus de 50% de ses gouvernements. Ce qui fait qu'aucun Premier ministre ne vient avec un gouvernement. Les premiers ministres deviennent premiers ministres, mais ils n'ont pas de gouvernement à eux. Ce sont les ministres, les gouvernements du président Sassou qui sont remaniés. Donc ici, par exemple, nous n'avons pas un nouveau gouvernement, on a un nouveau Premier ministre à la tête d'un gouvernement remanié. Un peu comme le ministre Hachi en Côte d'Ivoire. Donc il arrive pour succéder à quelqu'un, mais l'équipe est restée presque la même. Et donc ici, vous voyez un Premier ministre qui n'a pas, les premiers ministres sont choisis, ils n'ont pas de fief politique, ils n'ont pas de base politique, ils n'ont aucun contrôle sur aucune des forces politiques en présence dans le pays, c'est des fonctionnaires, c'est des militants, et le président de la République est dans une situation d'aisance à leur égard. Et donc, quand je dis, est-ce que dans ces conditions, on peut devenir chef du gouvernement? Ce n'est pas votre gouvernement, vous ne pouvez pas en être le chef. Les gens sont nommés autrement, ils sont reconduits. On a aussi importé, par exemple, les anomalies ou les aspects négatifs de la Constitution française. La disposition de la Constitution française qui dit que le Premier ministre dispose de l'administration publique, à côté de ça, on vous dit que le président de la République nomme aux hautes fonctions militaires et civiles. Oui. Comment un Premier ministre va disposer d'une administration dont il ne contrôle pas la présence des membres? C'est le président de la République qui les nomme. Et vous vous souvenez, dans le cas du Congo, de la rébellion des directeurs généraux à l'égard des ministres, ce qui est inadmissible en République. Mais les ministres imprimaient un ordre politique, les administrateurs, les directeurs généraux n'en faisaient qu'à leur tête. Et le même phénomène s'est répercuté au niveau du Premier ministre. Les ministres avaient des comportements que le Premier ministre essayait de recadrer, il persistait et il n'y avait pas de sanction. Donc, c'est ça qui conduit à poser la question de savoir, est-ce que lorsqu'on est nommé Premier ministre, dans ces circonstances, on a les possibilités d'être chef du gouvernement? Et encore que pour le général de Gaulle, le Premier ministre n'était que le premier des ministres, notamment parce qu'il était nommé en premier. Donc après devenir Premier ministre et chef du gouvernement, ce sont des étapes à suivre. Merci bien, maître. En tout cas, vous avez parlé un peu abondamment. Il fallait que je vous laisse, que vous puissiez expliquer ces choses parce que c'est votre lecture. Oui. Voilà. J'avais intérêt d'abord de vous écouter. Mais je reviens avant qu'on continue sur la question. Un Premier ministre pouvoir, tous les pouvoirs, si le Premier ministre a tous ses pouvoirs, pour relever les défis, en fait c'est ça. Mais je reviens sur la personne du chef de l'État tel que vous venez de le tailler. Oui. Vous avez fait un flashback dans l'histoire, c'est vrai. Vous avez lu la personne, vous avez cette compétence et vous le présentez comme un sécuritaire, oui, ce réflexe. Une question, est-ce que cela n'est pas avantageux, bien qu'on soit en démocratie, bien qu'on ait un gouvernement, est-ce que cela n'est pas avantageux d'avoir une telle personnalité à la tête au regard de la fragilité de notre société? Voilà. Mais j'avais répondu à cette question en faisant mes interventions antérieures, quand je souhaitais qu'il reste chef de l'État et qu'il organise l'unité politique de la nation pour faire face aux périls qui dévorent encore notre société. Donc j'avais répondu à ça. Oui, je me souviens. Voilà. Et je vous dis, je venais de dire que tout pays a besoin de stabilité. Souvent, le président de la République, on parle en termes de paix. Mais je vous parle ici de la stabilité. La stabilité est nécessaire. Et ça, le président Sassou sait l'offrir, l'a toujours offert. À la différence de ses prédécesseurs qui ont tous été renversés, si vous avez un chef qui ne peut pas vous protéger, vous avez plus de problèmes. Or, ici, c'est des chefs qui n'ont pas été capables de se protéger eux-mêmes. Donc, ne pouvaient pas protéger le peuple. Et de ce point de vue, il a eu une longueur d'avance sur les autres parce que
il peut stabiliser le système. Mais la fin, c'est pourquoi. Il met un plateau, mais qu'est-ce qu'il met sur le plateau? Avant d'arriver là, cela m'intéresse. Alors, le présenter de la sorte, oui, ce protectionnisme, ce qui est bien pour un État, la stabilité, est-ce que pour d'autres intelligences, ça ne paraît pas comme une dictature? Parce que nous entendons, par exemple, à l'extérieur, vous vivez à l'extérieur, vous pénétrez les réseaux sociaux, vous écoutez tout. C'est positif à vous entendre, vous pensez qu'un État doit être stable. Mais que dire pour ces intelligences qui pensent que quand le schéma est présenté de la sorte, ça veut dire l'homme ne pourra jamais bouger, il est là, c'est la providence, ainsi de suite. Que pouvez-vous dire? Mais je ne voudrais pas donner d'opinion politique, je vais rester dans la mobilisation des instruments techniques d'analyse sans aller dans ces prises de position politique, parce que ma position de principe à cet égard, c'est qu'en considération de l'ensemble des périls auxquels notre pays fait face, donc la convergence des crises, il n'y a aucune qui manque à l'appel. Il y a la crise économique, financière, politique, morale, environnementale, de santé publique. Dans ce contexte-là, on comprend que l'unité politique de la nation est nécessaire et vous ne pouvez pas, me concernant surtout par rapport à ces travaux techniques, scientifiques que j'ai faits, je ne peux pas m'opposer à un gouvernement ou à un chef de l'État qui fait face à ce genre de situation. Parce que s'il échoue, c'est le peuple qui souffre. S'il réussit, c'est le peuple qui en bénéficie. Dans les circonstances, il faut soutenir le président de la République, soutenir le gouvernement, le Premier ministre, les soutenir pour qu'ils réussissent parce que c'est dans l'intérêt national. Mais à côté de ça, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire une émission sur le chef de l'État. Absolument, absolument. Non, mais je profite de l'occasion parce que c'est une analyse pertinente que vous êtes en train de faire, que les politiques ne font pas. Mais je sais pourquoi vous le faites et ceux qui nous suivent le comprennent, parce que vous utilisez la matière scientifique, vous utilisez les instruments intellectuels. Je vous ai présenté ici. Mais cependant, comme vous l'avez dit, ceux qui sont à la quête, comme j'aime le dire, hein, à la quête des armes pour mener leur combat politique, utilisent autre chose. C'est pourquoi je me profite en face d'un intellectuel qui sort un peu des sentiers battus pour éclairer l'opinion. Je profite de vous lancer ces questions pour avoir une autre vision de la chose, une autre compréhension de la chose, parce que la compréhension quand même d'une situation nationale doit être diversifiée. Vous constatez que la politique, je me permets de le dire, étant devenue comme une religion au Congo, où les gens ne pensent que politique. On analyse tous les faits que politiquement, vous voyez, et lorsque il y a une troisième voie qui arrive, cela ne peut flatter que le journaliste, mais je creuse. Donc je creuse avec vous. Alors, si vous avez à dire... non, j'allais dire que sur la dernière intervention que vous faites, j'ai même l'impression... oui, les Congolais parlent de politique, mais j'ai l'impression qu'ils parlent davantage du président Sassou Nguesso. En fait, nous avons éclipsé du paysage politique tout ce qui devrait intéresser l'intellect dans l'analyse pour trouver des réponses. Voilà tout le problème. Nous n'avons plus de débat sur les thématiques, les intellectuels ne s'expriment plus, et ce que nous avons, c'est un clivage politique permanent. Donc on observe des pro-Sassou qui ont, je commence par ses opposants, donc là il y a un cliché, il faut trouver tout ce qui est négatif contre le personnage. Donc on ne parle généralement pas de politique, on parle du personnage. Il doit partir pour qu'on s'y mette. De l'autre côté, les pro-pouvoir, ceux-là vont être dans une attitude de fanatisme opposé. Voilà, donc les uns disent tout sauf Sassou, les autres disent Sassou, il y avait une formule là, Sassou ou rien, quelque chose, voilà. Sassou ou rien. Et donc c'est ça la réalité
de la situation politique intellectuelle du Congo. On est avec Sassou Nguesso ou on est contre Sassou Nguesso. Mais on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de santé, on ne peut pas parler de chômage, on ne peut pas parler... Les solutions, on n'en parle pas. Et c'est dommage. C'est dommage en tout cas, mais c'est intéressant de le savoir de par vous. Revenons sur les pouvoirs du Premier ministre. Alors soyons un peu plus concrets. Maître, vous êtes venu, vous suivez de près la gestion du pays, la mise en place d'un nouveau gouvernement. Parlons de sa composition cette fois-ci. Oui. Et vous avez vu sa composition déjà. Collinet arrive, en tout cas je me permets de le dire, c'est comme, pas une surprise, mais en tout cas quelque chose qui surprend certains. Parce qu'on était habitué aux bulldozers, aux amis proches du président, qui connaissent bien l'homme, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est un jeune qui vient d'arriver. En tout cas, un jeune né après les indépendances. Vous voyez ce que ça fait. Ça a charmé beaucoup de gens. Et à l'intérieur du gouvernement, vous avez d'autres ministères qui ont été créés. Et vous avez un nouveau personnage, un nouveau personnel. Alors, pour ces 100 jours, comment lisez-vous cette composition? Une bonne, une mauvaise, une composition susceptible de booster les choses, une composition, une machine susceptible ou capable de relever le défi en matière de personnes et en matière de capacité. Bon, si vous permettez que je fragmente un peu pour être précis. Absolument. Je répondrai d'abord en ce qui concerne le Premier ministre. Là-dessus, je vais vous faire un prolongement du raisonnement que j'ai commencé sur le président de la République. C'est logique. Voilà. Et donc, quand vous regardez le Premier ministre que nous avons, c'est un personnage d'intérêt. En tout cas, d'un point de vue scientifique, il intéresse. Pour la science politique, il intéresse. Intéressant pourquoi? Parce que le Premier ministre Collinet Makosso nous renseigne aussi sur le président de la République. Tout à l'heure, je vous ai mentionné les critères de nomination chez le président. Mais ici, ce Premier ministre est dans un rôle très, très délicat. Très, très délicat. Je considère qu'il est dans une mission impossible. Ah bon? Parce que sa mission, c'est de casser le cadenas présidentiel. Il doit le casser. Le président est un homme d'une école, je l'ai dit, et d'un âge où on n'apprend pas à courir sur les patins en roulette. À son âge, on ne fait pas ça. On a peur de la vitesse. Le Premier ministre Collinet Makosso est né après les indépendances, donc le président sort quand même. Il prend un petit risque. Il sort. Pourquoi je dis petit risque? Parce que c'est mesuré. Il y a les critères que je vous ai mentionnés et tous les éléments de la solitude du Premier ministre. Mais il rajoute une barrière de sécurité. C'est qu'il prend ce Premier ministre de la nouvelle génération dans sa famille politique. Mais pas seulement politique, parce que le Premier ministre Collinet Makosso est vécu comme un fils de famille pour madame, l'épouse du chef de l'État, et pour le président de la République. Donc là, le fruit tombe à côté de l'arbre. Il ne va pas loin. C'est un élément de sécurité. Mais l'intérêt sur le Premier ministre, ce que lui nous dit aussi, c'est la première fois d'abord que nous avons un Premier ministre, un ministre de l'éducation primaire et secondaire qui devient Premier ministre. Pédagogue. Donc, il y a un élément ici d'intérêt qui nous demande, qui nous amène à nous interroger ce que le président de la République a vu dans ce Premier ministre. Donc, le Premier ministre m'intéresse moi personnellement dans l'analyse parce qu'il apparaît comme le primus inter pares. Parmi ses pairs, les ministres et tous ceux qui l'ont été avant, l'ambition pour tous, c'est toujours de progresser et devenir Premier ministre, président de l'Assemblée, ce que vous voulez. Et lui, il réussit à percer en partant de plus loin que tout le monde. Absolument. Vous avez dit, ce n'est pas un bulldozer, donc il part de plus loin que tout le monde. Absolument. Ici, il nous révèle quelque chose de lui, une compétence politique. Ça veut dire qu'il a compris le régime, il a su lire le régime, il savait ce que le président voulait, il le lui a donné. Et donc, d'un point de vue politique, le Premier ministre Collinet Makosso a écrasé tout le monde dans sa génération. Et
il faudrait l'observer aujourd'hui comme une force politique en pleine constitution. Il est en train de se former. Mais la difficulté, comme je vous disais, pour sa mission, c'est de casser le cadenas présidentiel. Voilà. Il a les ressources pour le faire, il faut le lui souhaiter en tout cas, mais il a les ressources parce qu'on ne part pas de militants de base à être Premier ministre si on n'a pas de compétences politiques. Et ici, le président lui fait confiance. Il lui dit, je sors de ma zone de confort, mais je ne vais pas trop loin. Je prends un fils de famille. Tout le monde a vu Denis Christel Sassou Nguesso, mais on a oublié que Coligny aussi est fils de famille. Absolument. Et donc, il prend ce fils de famille. Le défi du Premier ministre, c'est quoi? C'est de danser la valse avec le président. Comment il fait, lui, pour ouvrir la coquille, ouvrir le président, le sortir de ses hésitations. Ici, il y a un chef d'État qui n'aime pas prendre les risques, qui n'aime pas la vitesse. Il y a un Premier ministre qui sait qu'à notre époque, il faut réformer beaucoup et très vite. Oui. Et donc, comment... C'est deux écoles différentes. Il y a un frein et un accélérateur. Maintenant, mais un frein et un accélérateur, est-ce qu'on va avancer ou on recule? Le Premier ministre devra sortir une formule. Il devra réussir à faire le président se hâter doucement. Ah, c'est très sage. Alors, la composition, là vous parlez du Premier ministre, vous avez vu l'ossature de ce gouvernement. J'ai bien dit, vous avez cité le ministre Christel. Il y en a bien d'autres. Oui. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y a des ministères pêle-mêle qui ont été créés. Alors, hormis la position ou le type d'homme choisi par le chef du gouvernement, et nous avons tout un mélange, comme j'ai dit tantôt, les anciens et les nouveaux. Mais il y a un problème d'âge aussi. Oui. Il y a les amis du chef de l'État. Quand je dis amis, les gens qui sont très proches du chef de l'État, qui l'ont connu depuis toujours. Oui. Et il y a des nouveaux venus. Mais au regard des défis à relever, surtout ce gouvernement, surtout parce qu'on a vu, en tout cas, le travail mené par le gouvernement Mwamba. Et un jeune arrive, tel que vous venez de le dire, de la maison du roi, je parle comme un poète, qui a tous les atouts, comme vous venez de le dire. Est-ce que, par rapport à votre perception des choses, ce gouvernement est susceptible de relever le défi? Est-ce qu'il peut apporter de l'espoir 100 jours après? Ou encore, quelle lecture faites-vous des 100 jours? Sur la composition d'abord, puisqu'on était sur ça, et ensuite on viendra sur l'action. Il y a quelques éléments qui retiennent l'attention, c'est notamment la place faite aux femmes. Dans un gouvernement de 36 membres, il y a 8 femmes, alors que les femmes représentent 50% de la population du Congo, plus de 50% de la population du Congo, et suivant le principe démocratique qui veut que la majorité l'emporte sur la minorité, nous avons un problème avec ce principe. Parce que ici, c'est la minorité des hommes qui écrase la majorité des femmes. Donc, on ne peut pas lutter contre la ségrégation raciale aux États-Unis ou ailleurs et pratiquer la ségrégation du genre dans notre pays. Mais vous verrez des éléments un peu plus graves ici, mais je le dis toujours sous réserve parce que le président de la République est le maître des horloges, parce que c'est le chef de l'État, donc il sait ce qu'il est en train de faire. Absolument. Mais on observe quand même que sur le temps de son parcours politique, les années passées au pouvoir, là, il forme un nouveau gouvernement dans lequel il y a 5 ministres d'État. Il n'y a aucune femme. Ce qui, d'une certaine façon, nous dit qu'il n'y a pas de femmes prêtes dans notre pays à occuper la fonction de ministre d'État. Voilà. Et c'est préoccupant à notre époque. Mais plus grave, vous regardez l'ensemble des institutions de décision dans le pays. À l'exécutif, vous avez 2 hommes. Au législatif, vous avez 2 hommes qui président les chambres. Dans le judiciaire, vous avez 2 hommes qui président les hautes juridictions. Et de ce point de vue, on constate que la femme non seulement est absente des institutions dirigeantes du pays, mais en plus de ça, même au sein du gouvernement, la femme est minoritaire
et n'accèdent même pas à la fonction de ministre d'État. Et donc, ça nous met dans le dialogue avec nos institutions, notre pratique politique, mais aussi le message que nous envoyons à ces jeunes filles qui sont en train de naître, qui grandissent, qui regardent le gouvernement où il y a plus d'hommes, ainsi que les chambres parlementaires, par exemple. Time, comme on a l'habitude de le dire, on a toujours soif de vous écouter abondamment. Malheureusement, la télé, c'est le temps. Alors, maître, nous allons aller vite. Vous connaissez bien l'émission de chacun. Alors, s'il faut parler des résultats, des 100 jours de ce gouvernement, que direz-vous? Dans la façon dont le gouvernement a été formé, on a plus ou moins une idée de la direction dans laquelle nous allons. Déjà, il y aura peu d'innovation. Pourquoi? Parce que je disais que le président reconduit généralement plus de 50% de ses ministres. Ce sont ses ministres. Donc, il y a très peu de place pour la discussion dans l'élaboration des politiques publiques. Oui. Et vous avez parlé du critère d'âge. Voilà. Vous avez au sein de ce gouvernement des personnes qui sont presque toutes au-dessus des 40 ans et parfois beaucoup plus. Or, on a eu une population qui est jeune. Et parmi ces jeunes, il y a des compétences. Voilà. Le président Sassou lui-même a été responsable très tôt, avant les 30 ans. Il est devenu président de la République à 36 ans. Et donc, dans son gouvernement, on devrait pouvoir trouver ces jeunes-là qui sont compétents, qui sont prêts à prendre des risques. Il ne faut pas oublier que dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les jeunes. Shimon Peres, avant son décès, avait écrit un ouvrage très intéressant avec Jacques Attali, dans lequel, si je me souviens bien de la citation, il disait qu'à l'époque, un jeune qui n'écoutait pas ses parents était fou. Voilà. Et maintenant, un vieux qui n'écoute pas ses enfants n'est pas sage. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont accès à l'information, ils ont accès aux compétences. Le général Colin Powell, quand il met l'armée irakienne à genoux en 91, le plan d'attaque a été élaboré par des jeunes d'une vingtaine d'années ce général les a suivis. Aujourd'hui, à travers le monde, vous avez beaucoup de jeunes ce sont les jeunes qui font avancer le monde. Donc, avoir un gouvernement dans lequel il n'y a pas ces jeunes qui sont entre 25 et 40 ans, il n'y a pas ces compétences. Les membres sont majoritairement au sein de cette équipe parce qu'ils sont militants, parce qu'ils sont fonctionnaires, ce genre d'éléments. On n'a pas le critère de compétence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens compétents. Non, dans ce gouvernement, il y a des gens très brillants. Voilà, il y a des gens très brillants dans ce gouvernement. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas m'attirer des foudres, mais en tout cas, il y a des gens compétents. Mais les jeunes sont plus ou moins laissés pour compte. Alors, si vous avez un gouvernement qui ne prendra pas de risques, qui n'innovera pas, qui n'entreprendra pas de réforme, parce que dans les 100 jours, il n'y a eu aucune réforme. Or, comment on fait face aux crises si on ne fait aucune réforme? Et donc, ici, je me dis, l'absence des jeunes fera qu'il y ait moins de prise de risques, alors qu'on fait face aux crises en prenant des risques, en allant sur des sentiers nouveaux. Il faut s'écarter de la dépendance de sentiers pour aller vers l'innovation. Et ce sont les jeunes qui innovent. Donc, ils sont absents là. Et plus loin, je vous dirais que sur l'économie, qui me paraît le grand défi de ce gouvernement aussi, à côté du fait que personnellement pour le Premier ministre, c'est de casser le cadenas présidentiel, parce que ses ressources sont auprès du président, il doit aller les chercher. Et pour l'ensemble du gouvernement, comme je disais, que l'économie est le cœur du problème aujourd'hui. Il n'y a aucune réforme qui a été faite dans les 100 jours. Le gouvernement, l'ancien, avait demandé à l'Assemblée de lui conférer les pouvoirs de légiférer par ordonnance. L'ancien gouvernement et l'actuel gouvernement qui a hérité des 10 pouvoirs n'a toujours pas posé d'ordonnance à la signature du président de la République. Et donc, comment on entend résoudre ces questions? Selon toute vraisemblance, les négociations avec le FMI sont présentées comme la pierre angulaire. Or, il est communément accepté aujourd'hui dans le monde
que le FMI ne sauve pas des États. Le FMI ne réorganise pas des économies ou ne les sauve pas. Les plans d'ajustement structurel, on les a connus dans notre pays. Le FMI essaie de se réformer, de s'adapter. Mais si vous faites d'une négociation la priorité des priorités pour résoudre les problèmes, la négociation elle-même n'est pas un résultat, ce n'est qu'un moyen. Donc l'issue d'une négociation est inconnue. Et si on considère les 6 années que nous avons passées de dialogue avec le FMI, le résultat des courses a été 400 millions de dollars. Et seulement une partie a été débloquée, elle correspond à 80 milliards. Alors, est-ce qu'on va passer les 5 prochaines années à discuter avec le FMI pour avoir 80 milliards? Parce qu'on a déjà passé 6 ans là-dedans. Et si nous allons dans cette logique, nous sommes en train de prendre un risque parce que le FMI, c'est pour désendetter l'État et aller vers l'assainissement des comptes. Mais le désendettement ne crée pas des emplois. Nous faisons défaut déjà. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. Oui. Alors, mettre au regard de tout cela, oui, la crise, la main tendue au FMI, tout ce que vous venez de présenter, y a-t-il une voie de sortie? Avez-vous à proposer à votre pays? Et la voie de sortie, je ne m'éloigne pas trop de ce que j'avais présenté avant quand je parlais de l'unité politique de la nation. Mais à l'étape... Brièvement, nous allons arrêter. Oui, à l'étape où nous sommes, je pense à la nécessité de mobiliser les compétences exceptionnelles du Congo. J'entends par là faire appel à ces Congolais qui ont fait les grandes écoles, les Congolais qui ont appris à régler les problèmes. Parce que dans les écoles, on transmet le savoir-faire, pas le savoir. Une part du savoir et du savoir-faire, mais dans les universités, on transmet la connaissance. Quand vous voulez régler un problème, l'Occident nous a montré que ce sont les gens qui sortent des écoles qu'il faut utiliser. Le président de la République a dans sa famille son petit-fils, Denis Junior Bongo, oui, qui a fait Harvard et Oxford. Donc c'est une tête bien faite. C'est ce type de modèle qu'il faut trouver pour le Congo à travers le monde parce qu'il y en a beaucoup. C'est à ces gens-là qu'il faut confier des responsabilités, qu'on mette en place un comité composé de ces personnes qui vont proposer des solutions à la nation. Donc si j'avais des propositions personnelles à faire, je propose plutôt la méthode pour aller vers ces propositions. Souvenez-vous du rapport Attali, par exemple, pour relancer la croissance en France. Et donc, ce serait à peu près dans la même logique. Une commission qui propose, et là, c'est débattu, ce n'est pas des solutions individuelles. Merci, Maître, pour ces propositions, parce qu'au-delà de tout, on dira, mais qu'est-ce qu'il propose? Merci donc pour cette proposition qui boucle également notre entretien. Le temps, c'est le temps. Mais il faut dire, vous pouvez être une proposition vous-même aussi. Parce que c'est vous qui déversez les choses. Si vous êtes sollicité, quelle serait votre position? D'abord, je ne fais pas une offre de service, je ne fais pas d'appel de pied. Merci. J'ai des responsabilités en ce moment qui m'absorbent, mais son pays, il faut toujours le servir quand c'est nécessaire. Son pays, voilà un comportement, en tout cas patriotique. Son pays, il faut toujours le servir. C'est ce que nous n'arrêtons pas de faire sur ce plateau MAG, le bazar. Emmener au grand jour les problèmes qui minent les Congolais. Question de donner la matière au pouvoir public qui ont la décision. J'avais reçu donc sur ce plateau Maître Anissé Poitiamar. J'avais dit en passant que c'était un intellectuel congolais qui a étudié dans 4 grandes écoles, plus précisément au Sciences Po en France, à l'École nationale d'administration publique du Canada, à HEC en Montréal et à l'école du barreau du Québec. Présentement, maître, vous êtes avocat, vous travaillez dans l'arbitrage et vous êtes médiateur au Canada. En tout cas, tout le plaisir est à moi d'avoir accepté en tout cas, ou bien honoré à ce rendez-vous de la fin parce que nous sommes partis avant la présidentielle et le rendez-vous était pris après les 100 jours de ce gouvernement. En tout cas, tous les plaisirs et aux Congolais qui vous ont suivi. Contactez-nous pour ceux qui ont besoin d'avoir plus amples explications ou d'informations à ce sujet. Reste à vous dire au revoir, en tout cas, bonne entrée chez vous au Canada. Et en tout cas, le plaisir est partagé
C'est toujours un bonheur d'être sur votre plateau et merci encore. Merci, au revoir. Au revoir chez vous, chers téléspectateurs. Merci.